Aujourd'hui, dans l'entretien du jour, nous recevons Khalil Al-Americani, directeur général de Vodacom RDC depuis 2021. Acteur clé du développement du numérique en République démocratique du Congo, il pilote un groupe qui connecte plus de 25 millions d'utilisateurs et joue un rôle central dans l'inclusion financière, notamment à travers M-Pesa. Avec 25 ans d'expérience dans les télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient, il est aujourd'hui à la croisée des enjeux technologiques, économiques et sociaux du continent. Monsieur le directeur général, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, dites-nous, vous dirigez aujourd'hui Vodacom Congo après un parcours très riche dans les télécommunications. Qu'est-ce qui a guidé votre trajectoire jusqu'à ce poste ? Alors j'ai commencé, d'abord merci encore une fois de m'inviter. J'ai commencé ma carrière, je suis à la base un ingénieur génie civil. Donc je suis rentré dans des télécommunications pour la construction de sites. Et par osmose et porosité, je suis passé à la technique, au commercial, à la transformation d'entreprise. Et puis j'ai eu l'honneur d'être nommé directeur général de Vodacom Congo en RDC. J'ai vécu 40 ans de ma vie en Afrique, dont 30 au Congo. Et j'ai travaillé quasiment 20 ans de ma vie en Afrique. Donc c'est un continent que je connais bien et que je chéris particulièrement. Riche parcours et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à raconter aux jeunes qui sont dans le domaine de la technologie ou de la télécommunication. Alors, dites-nous, quelle est votre vision pour Vodacom Congo dans les prochaines années ? Alors notre vision, c'est celle que l'on a maintenant depuis quelques années, qui n'a pas vraiment changé, c'est connecter pour un futur meilleur, avec deux axes particuliers, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route, et puis de plus en plus faire attention à notre planète. C'est un enjeu aujourd'hui qui est fondamental. Donc ça, c'est vraiment notre vision, qui est bâtie sur mériter la loyauté de nos clients, créer le futur, l'inclusion, mais également aussi pouvoir s'assurer que l'on puisse fournir à nos populations et à nos clients la technologie et je dirais les services financiers qui vont avec pour leur permettre de pouvoir développer les communautés et puis l'économie du pays et du continent, on l'espère, de façon systématique. Vodacom est leader sur un marché très concurrentiel. J'aimerais savoir quels sont aujourd'hui les principaux défis que présente le secteur de la télécommunication en RDC. Alors nos défis sont multiples. Le premier défi, bien sûr, c'est l'infrastructure. Ça part de l'infrastructure physique, c'est-à-dire de pouvoir accéder aux zones, notamment les zones rurales les plus éloignées, l'énergie. Les infrastructures de haute capacité, la fibre, puisqu'on est parti au début avec des faisceaux hertziens et du satellite. Aujourd'hui, avec la demande explosive de la data, il faut qu'on puisse passer sur de la fibre optique. Et je dirais, l'autre défi, c'est assurer l'amélioration des connaissances digitales de notre population. En RDC en particulier, on a 60% de la population qui a moins de 20 ans. Et donc qui a soif de technologie et de connectivité, et en même temps, on a une grosse partie qui est encore dans le rural. Donc c'est de pouvoir faire ce lien entre le futur dans lequel nous sommes déjà, et puis assurer la connectivité des endroits les plus reculés de notre pays, et c'est quelque chose qu'on a commencé maintenant depuis plus de 10 ans, en lançant des sites ruraux, pardon. Et de plus en plus, on travaille en partenariat. Là où on a pu être concurrent sur certains domaines, on a un partenariat avec Orange pour créer ce qu'on appelle une TowerCo qui va nous permettre d'atteindre les zones rurales les plus reculées, les zones blanches. On a un partenariat avec un de nos concurrents, mais qui est partenaire dans ce cas-là, Airtel, pour le déploiement de la fibre. On a des partenariats avec Starlink pour la connectivité satellite. On part du principe que le pays est tellement gros et les besoins d'infrastructures et de capitaux sont tellement énormes qu'on va se concentrer sur ce qu'on peut faire en commun et les autres aspects sur lesquels on va être concurrent, c'est-à-dire le service, les produits, les prix, la segmentation. Mais sur les infrastructures de base, on a atteint le niveau où on s'est rendu compte qu'il fallait mutualiser entre opérateurs privés, mais également publics,
le déploiement des infrastructures parce que le pays est à la taille d'un continent. Vous l'avez dit tout à l'heure, la demande en data explose. Comment Vodacom s'adapte à cette situation face à la croissance de la demande en matière de data? Alors notre adaptation, bien sûr, c'est, j'ai tendance à dire, notre métier part du téléphone jusqu'au câble sous-marin que l'on a sur les deux côtés du continent, mais également au sud. Donc on essaye de pousser l'inclusion par rapport au téléphone, ce qu'on appelle les smartphones. Donc on a un projet avec la GSMA pour essayer de faire arriver des smartphones à un prix acceptable. On a des projets d'extension réseau. On est en train de déployer et d'augmenter les capacités de notre réseau radio, mais également transmission et corps, ce qu'on appelle le cœur de réseau, à la 4G. On a fait des tests en 5G, mais pour l'instant, on est très focalisé sur le déploiement de la 4G. Les infrastructures de fibre qui permettent de connecter ces demandes et ce trafic data vers nos cœurs de réseau. Et puis, bien sûr, la connectique à l'intérieur du pays et également la connectique sur les câbles sous-marins, que ce soit à l'est ou à l'ouest du continent, à travers notamment le câble sous-marin To Africa qui a été lancé récemment. L'accès à Internet reste encore limité dans plusieurs zones, surtout les zones rurales. Comment réduire cette fracture numérique qu'on observe, pas seulement au Congo, mais un peu partout en Afrique? C'est pouvoir changer nos modèles d'affaires pour que ces zones puissent être viables au niveau économique et bien sûr travailler en partenariat avec le gouvernement, les fonds de développement du service universel notamment, les bailleurs de fonds pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ces populations. Logistiquement, c'est compliqué. Au niveau de la connectivité également, c'est compliqué. C'est pour ça que ces partenariats sont absolument indispensables, que ce soit des partenariats entre entités privées, mais également avec les entités publiques. Et c'est un travail permanent, constant, que l'on fait maintenant chez Vodacom Congo depuis plus de 2 décennies et qui reste toujours d'actualité. M-Pesa, on va parler finance maintenant, puisque M-Pesa est devenu un instrument répandu et utile sur le continent aujourd'hui. Quel rôle joue exactement ce moyen de paiement en RDC? Je pense que c'est un rôle fondamental. C'est grâce à cette révolution, je pense que on va continuer à bancariser nos populations. Et ça apporte plusieurs, je dirais, avantages. Déjà, ça permet à nos populations les plus reculées, même avec un téléphone 2G, d'avoir et d'effectuer des transactions financières, c'est-à-dire de l'envoi d'argent, du reçoit d'argent, pouvoir aider les populations, je dirais, rurales. Ça permet également la formalisation du secteur informel, pour faire rentrer tout ce secteur-là dans, je dirais, la pyramide de pas de bancarisation du tout jusqu'à la bancarisation au niveau des banques. Ça nous permet aussi d'aider les entreprises. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un credit scoring pour pouvoir faire des prêts, que ce soit pour acheter un téléphone, mais à terme pour pouvoir financer une PME. On a lancé un produit récemment qui s'appelle Petit Commerce, qui s'adresse aux gens qui font déjà des petits commerces et leur permettent de créer un compte dédié pour ces petits commerces-là. Et la partie aussi importante, c'est ça permet de digitaliser les paiements en ligne avec les directions de la Banque centrale. Ça permet de faire entrer l'informel dans le formel. Ça permettra à terme de collecter les impôts, de dynamiser l'économie en général et créer ce lien entre le cash à la base, qui est une réalité dans nos pays, et puis un système bancaire plus sophistiqué où à terme on va pouvoir aller jusqu'aux bourses des valeurs. Donc c'est cette trajectoire-là qui est au cœur de notre approche des produits les plus basiques pour les segments les plus simples, aux produits les plus complexes, par exemple pour les grandes entreprises qui leur permettent de faire du bulk payment, c'est-à-dire du paiement en rafale, collecté et distribué. On a aussi ce qu'on appelle le International Money Transfer, donc les transferts internationaux. On a un service qui permet de faire le change, puisqu'on est une économie à double monnaie, donc on a le franc congolais et le dollar. Ça permet aussi
de pousser de plus en plus notre monnaie locale, qui fait partie des objectifs de la Banque centrale, pour pouvoir, je dirais, améliorer la façon dont nos abonnés, les entreprises avec lesquelles on travaille et que l'on sert, ont accès au fonds. Ouais. On peut le dire aujourd'hui sans se tromper, M-Pesa est devenu comme un moyen qui soutient, un instrument qui soutient l'économie numérique, on peut le dire, et sans se tromper. Absolument, absolument. Et puis on a ouvert aussi ce qu'on appelle nos API, donc les interfaces de facturation à l'écosystème des fintechs qui leur permet aussi d'opérer. Donc on est vraiment ce lien entre les grosses banques traditionnelles et les fintechs. On est cette dorsale d'inclusion qui permet aux différents segments de la population et des utilisateurs, qu'ils soient publics ou privés, de pouvoir digitaliser le monde des paiements. On peut le dire aujourd'hui qu'il y a comme une révolution de l'inclusion financière grâce au mobile money, non seulement en RDC, mais également un peu partout en Afrique, puisque le modèle est répandu un peu partout sur le continent. Oui, on est très fiers d'avoir, avec M-Pesa, qui a vu ses sources au Kenya, on est très fiers d'avoir créé un produit destiné à l'Afrique, développé par l'Afrique, pour l'Afrique. Donc pour nous, c'est une fierté, une success story qu'on essaye de répliquer. Et c'est cette approche un petit peu différente. Au lieu de vouloir répliquer des modèles occidentaux qui n'adressent pas les particularités de nos marchés, travailler sur les besoins et les modèles qui vont pouvoir servir nos différentes géographies africaines pour des problématiques bien spécifiques, notamment la bancarisation. Quels sont les leviers sur lesquels, ou on va dire les prochains axes d'innovation dans le secteur du finance au niveau du mobile aujourd'hui? Alors, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le credit scoring. Comme on sait, le fait pour notre population de ne pas être bancarisée, ça réduit l'accès au crédit. Donc, avoir une capacité de faire du credit scoring, faire des micro-prêts. Et on a vu, par exemple, qu'on a un taux de repaiement qui est très élevé, contrairement à ce que certains pourraient penser. La formation aussi. Je pense qu'il est très important qu'on travaille aussi sur la formation et la vulgarisation des services financiers, du produit le plus simple aux produits les plus complexes, c'est-à-dire le wealth management ou la gestion de patrimoine à terme. On a la capacité de pouvoir faire des paiements multiples, la capacité de pouvoir offrir aussi aux entreprises des solutions dédiées pour leurs besoins. Donc on a des divisions verticales sur lesquelles on travaille. Ça nous permet aussi, par exemple, on a lancé un projet sur l'agriculture, à terme de pouvoir aussi financer les agriculteurs. Donc là, on est dans la phase recrutement. C'est un programme qui s'appelle Agritech Molony, où on répertorie des agriculteurs. On va leur donner des informations, peut-être travailler avec des partenaires pour leur donner accès à des entrants, à terme créer des coopératives pour qu'ils puissent revendre leurs marchandises. Donc c'est vraiment un écosystème financier qui travaille sur les différents verticaux, que ce soit public ou privé. Le paiement de l'éducation, la collecte des taxes. Donc c'est un cercle vertueux qui permet de transitionner d'une économie de cash vers une économie digitale et formelle pour le bien des différents acteurs de l'écosystème, que ce soit le gouvernement ou les entreprises avec lesquelles on travaille. Sur ça, on se base bien sûr sur les dernières technologies pour la protection des données, mais également la cybersécurité. On sait qu'avec la technologie viennent les risques qui y sont associés. Et pour ça, on est très fiers, M-Pesa, d'être en avant-garde de tout ce qui est cybersécurité et également contrôle des financements illicites. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on travaille. Votre développement me permet de vous poser cette question, puisque vous avez une forte expérience en matière d'innovation et de transformation. Comment Vodacom Congo se positionne-t-il aujourd'hui sur les services digitaux ? Puisqu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de propositions qu'on observe aujourd'hui. Alors, on se positionne comme un catalyseur.
On part du principe que nous ne sommes pas là pour remplacer les fintechs d'un côté, nous ne sommes pas là pour remplacer les banques, nous ne sommes pas là pour remplacer les fournisseurs d'infrastructures satellites. Nous sommes en fait le centre de convergence de beaucoup d'acteurs, du numérique et de la finance. Donc c'est ce rôle de catalyseur que nous sommes honorés de pouvoir aujourd'hui servir pour être le partenaire technologique de premier choix des différents segments de clients et d'entreprises et d'institutions. Nous accompagnons également plusieurs institutions dans l'inclusion financière, l'inclusion des femmes, du rural. On essaye d'améliorer aussi l'accès à l'éducation, développer les plateformes pour l'agriculture, pouvoir assurer à notre jeune population qui aujourd'hui est extrêmement connectée, l'accès à toutes ces nouvelles technologies et en même temps aller chercher nos populations rurales pour les faire rentrer rapidement dans ce cycle vertueux, ce qu'on appelle le saut quantique technologique que l'on a pu voir dans le passé avec l'arrivée du téléphone mobile. Aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des fintechs qui gravitent tout autour. Vodacom s'engage aussi sur le plan environnemental, notamment avec des sites à énergie solaire. Est-ce devenu un axe stratégique pour l'entreprise au Congo? En fait, ça l'a toujours été. Vodacom a lancé ses premiers sites ruraux en 2012-2013. Donc c'était bien avant, je dirais, la mode du vert. C'était parti d'un constat simple. D'un côté, la logistique, et de l'autre côté, la rentabilité et l'accessibilité des zones rurales. Donc on a lancé ces sites ruraux à l'époque qui étaient en 2G, on les a au fur et à mesure transformés en ce qu'on appelle des macro-sites, donc c'est des gros sites qui sont passés en 3G et 4G. Et dans le cadre maintenant de notre joint venture avec Orange, donc Essengo Towers, c'est pouvoir faire la même chose et continuer à travailler sur du solaire, et de la batterie et toute autre technologie d'énergie alternative pour réduire notre empreinte carbone pour des raisons évidentes de sauvegarde de la planète, mais également pour des raisons économiques. Continuer à brûler des millions et des millions de litres de gasoil, c'est pas une trajectoire qui est vertueuse et résiliente. Donc on a des systèmes de mise en place de batteries qui font alterner les groupes électrogènes. On essaye de se raccorder le plus possible à tout ce qu'on appelle les mini-grids, les petites stations de production d'électricité, que ce soit en hydroélectrique ou en solaire, pour réduire cette consommation qui, pour l'instant, reste nécessaire pour assurer nos services. On travaille également avec nos équipementiers pour faire en sorte qu'ils améliorent l'efficacité énergétique des équipements sur lesquels ils travaillent. Donc c'est vraiment un écosystème qui fait qu'on veut atteindre cette neutralité zéro, on espère d'ici 2030 ou un peu plus loin. Et nous comptons beaucoup également sur les partenariats pour développer les grands projets énergétiques, que ce soit par exemple le Grand Tinga d'un côté et les petites stations que l'on a à travers le pays. Donc c'est vraiment, ça fait partie des objectifs principaux qui font partie de notre vision et de notre mission, pour plusieurs raisons, qu'elles soient environnementales, économiques et puis de résilience. Ouais. Vous avez observé comme moi la tendance des États africains aujourd'hui pour suivre l'évolution du monde, d'installer des data centers un peu partout pour pouvoir s'autonomiser. Est-ce que cela ne contredit pas la vision de protection de l'environnement aujourd'hui ? Alors les data centers, ça va dépendre des usages que l'on en fait et puis de quel type d'énergie on va mettre derrière. De plus en plus, il y a des recherches maintenant pour pouvoir faire à terme des data centers verts. Mais j'aurais tendance à dire que, en tout cas pour la RDC, c'est une industrie naissante. On a de très gros data centers en Afrique déjà, notamment en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Et on compte également faire ce saut technologique que l'on a pu faire dans le passé pour d'autres sujets, pour que, au moment où on va arriver sur les gros data centers dans notre pays, qu'on puisse utiliser et bénéficier des dernières technologies
pour réduire l'empreinte carbone que ces data centers puissent avoir. Sachant qu'un des éléments critiques des data centers pour qu'ils soient efficaces, ça va être la connectivité. Donc on revient aux fondamentaux de la connectivité, mais pas uniquement de la connectivité, je dirais, externe du pays, mais également la connectivité interne du pays. Et ça nous ramène aussi aux problématiques et aux sujets importants d'alimenter en données, de pouvoir générer des données africaines sur lesquelles on va pouvoir faire nos analyses, baser nos modèles et pouvoir évoluer dans un monde qui de plus en plus va se concentrer sur je dirais, les données, l'importance et l'intégrité des données de nos abonnés. Est-ce que Vodacom aujourd'hui s'inscrit également dans la droite ligne d'apporter sa contribution à l'installation de ces data centers si un projet comme ça se présentait au niveau de la RDC? Oui, on a déjà implémenté des data centers pour nos utilisations internes, mais également pour pouvoir offrir ces services-là aux entreprises locales. On a également interconnecté notre data center avec 2 autres gros data centers qui ont été installés à Kinshasa pour assurer la résilience et pouvoir interconnecter les différents clients de nos data centers respectifs entre eux et améliorer cette efficacité. On a des projets d'augmentation des capacités de nos data centers dans le sud du pays, à Lubumbashi, mais également sur tout l'est du pays, où on a beaucoup de demandes, et pour nos propres infrastructures et notre propre réseau, mais également pour les PME et les sociétés dans nos provinces. Ok. Si vous deviez résumer votre ambition pour Vodacom Congo en une phrase, quelle serait cette phrase? C'est intéressant. Je dirais contribuer à l'essor et au développement de notre pays et de notre continent en étant un acteur principal de l'inclusion numérique digitale. Et voilà, je pense que c'est déjà une belle mission sur laquelle nous avons travaillé depuis des décennies. En plus large, comment voyez-vous l'avenir du numérique en Afrique d'ici quelques années, on va dire 10 ans, dans 10 ans, comment voyez-vous l'avenir du numérique sur le continent? Moi, je pense que ça va être un avenir brillant. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de création que ce que l'on peut imaginer. On a des entrepreneurs qui sont absolument brillants. Le rôle des institutions publiques et des partenaires privés, c'est d'offrir ce terrain sur lequel le numérique africain va pouvoir se développer, que ce soit au niveau des données. Il va falloir qu'on crée notre propre base de données, revoir nos modèles pour les adapter à nos réalités, qu'elles soient continentales ou alors même régionales ou sous-régionales, voire même à l'intérieur d'un pays comme la RDC, qui est un pays continent. Donc ça va être la localisation de nos modèles et puis aussi... je pense qu'on va avoir de plus en plus de champions du numérique africain si on se met tous d'accord sur l'exécution de base de projets structurants et la réglementation qui vont permettre l'émergence d'une Afrique numérique. Merci à vous, Monsieur Khalil Al-Americani. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Vodacom RDC. Je vous remercie, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Continuez à suivre les programmes de Télé Sud et à très vite.